Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Et c'était presque un bruit d'orgue. Absolument. Hein? Et on a un lien à faire avec l'orgue à la fin, peut-être, de cette chronique. Absolument. Hein, le hockey, l'orgue. En tout cas, on garde ça mystérieux. Oui, c'est une surprise pour tout le monde. C'est une surprise. Ça va faire plaisir au public. Alexandre Pouliot-Roberge, on va parler des élections. Oui, puis le président... Écoutez, le résultat des élections a été très, très analysé par beaucoup de gens, puis c'est sûr qu'on a notre propre analyse. Là, on va sortir un texte sous peu. On décrit beaucoup, puis on analyse tous les chefs. C'est un peu ce qu'on appelle la horse racing politique. Là. C'est-à-dire que on va regarder ce que les chefs ont fait, les machines ont-ils bien fonctionné, mais la chose qu'on se pose pas, puis c'est sûr dans les médias en général libéraux, je parle pas du Parti libéral, je parle des médias capitalistes, ça, on parle jamais, c'est de la nature de classe des partis. Qui ces partis-là représentent. Des fois, on l'effleure, des fois, on mentionne des industries, mais on mentionne jamais les classes. Il y a des classes sociales derrière les partis, puis les partis défendent les intérêts des classes sociales. Fait qu'on va essayer de passer au travers de ça en fonction du temps qu'on a, parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler très longtemps, surtout quand on était dans un débat public, parce qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord. Mais on va commencer au Québec, parce qu'on a eu le phénomène Bloc québécois. Hein, c'est le Bloc québécois, souvent qui était identifié comme étant l'aile parlementaire du PQ à Ottawa, et qui semble en train d'essayer de se recycler à titre d'aile parlementaire de la CAQ. Le Bloc québécois, premièrement, je vais commencer par une déclaration choc. Il y en a qui sont pas contents, mais pour moi, le Bloc québécois actuellement, les députés qui ont fait élire, plusieurs d'entre eux, c'est des députés de transition. C'est-à-dire que c'est des députés que, dans le cadre de tout ce qu'on a, un gouvernement minoritaire, peuvent peut-être se maintenir si la situation change pas réellement au Québec, là. Mais en général, c'est des députés qui sont là quand il y a une insatisfaction spécifique et quand cette insatisfaction s'atténue ou lorsqu'il y a une autre option pour pouvoir passer, pour faire valoir son insatisfaction, eh bien, ces députés-là sont transférés, sont changé par un autre parti qui essaie de répondre à ça. Le Bloc québécois se vante depuis toujours d'être, comme le Parti québécois, une coalition de classe. Nous, on croit pas à ça, une coalition de classe. On croit pas à la collaboration de classe. Une coalition de classe, c'est simple. C'est un parti qui est dirigé par la bourgeoisie nationale. Bourgeoisie québécoise, Québec Inc. C'est Pelado qui est en arrière beaucoup du PQ de plus en plus de ce temps-ci. Et le prolétariat est invité à suivre là-dedans parce que supposément il trouverait ses intérêts nationaux au-dessus de ses intérêts de classe. Alors, à chaque fois, on se demande c'est quoi la pertinence du Bloc à Ottawa. Ça dépend du discours du Bloc. Le Bloc dit qu'il faut faire une coalition de classe au même titre que le PQ le dit pour faire l'indépendance. Pourtant, sa stratégie à Ottawa, puis elle a été critiquée, puis par des gens avec qui je suis pas forcément d'accord avec les idées politiques en général, mais par rapport à est-ce que la politique du Bloc à Ottawa est réellement un indépendantiste. Défendre les intérêts du Québec en tant que tel, aller sur place défendre les intérêts du Québec, puis essayer d'imposer, comme Gilles Duceppe l'avait dit dans le discours du trône, le déséquilibre fiscal, en fait, c'est participer, c'est rendre fonctionnelle la Chambre des communes quand il y a un désintérêt total au sein d'une population, d'une nation opprimée par rapport à ce qui est là. Si c'est pas nouveau qu'un parti politique est élu par des partis indépendantistes, on l'a vu plus partout, on l'a vu en Irlande et ainsi de suite, mais en général, la politique d'un parti indépendantiste, ce serait quoi? Ce serait d'essayer de déstabiliser l'État qu'il considère comme un oppresseur. Ce serait dire d'aller au fédéral, d'identifier l'État fédéral comme un adversaire, l'adversaire numéro 1, puis d'y s'installer là justement pour créer des gouvernements minoritaires le plus souvent possible, mais aussi faire en sorte à ce qu'on ait des élections le plus souvent possible de manière à ce que la stabilité politique se permette pas, puis de manière à déstabiliser cet État-là qu'on considère comme oppresseur. Et finalement, bien essayer d'empêcher la Chambre des communes de fonctionner en filibustering après n'importe quoi. C'est ça. Normalement, un parti indépendantiste qui veut réellement faire l'indépendance bâtirait sa structure en fonction de ça, bâtirait son insatisfaction envers l'État fédéral, au lieu de créer des fois certaines insatisfactions, puis d'essayer de se faire élire, puis d'essayer d'occuper simplement une place. La raison pour laquelle le Bloc québécois fera pas ça, c'est parce que c'est de sa nature de classe. En tant que parti bourgeois, il aime pas l'instabilité politique. La bourgeoisie aime la stabilité politique. Elle aime
que ça bouge pas trop, le statu quo, faut certainement pas, parce que s'il y a une instabilité, éventuellement, ça pourrait changer, puis pas forcément notre avantage. Hey, je vais te poser une question vraiment niaiseuse, là, mais je la pose pareil. Qu'est-ce qu'on considère comme étant la bourgeoisie, dans le sens où, est-ce que c'est une question de revenus? Est-ce que c'est une question de contact, de réseau? C'est quoi la bourgeoisie? Ben, la bourgeoisie, c'est la classe sociale. Quand est-ce que ça arrête puis que ça commence, là, selon... C'est bien plus clair que ça. La bourgeoisie, c'est les propriétaires de moyens de production. C'est eux qui possèdent des moyens de production. C'est pour ça que ça a été étiré comme ballon, ce terme-là. Parce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, c'était les gens qui vivaient dans les bourgs, mais du point de vue marxiste, la bourgeoisie, c'est les propriétaires des moyens de production. Il y a des gens qui travaillent pour les bourgeois, il y a des gens qui adhèrent à la classe sociale, à la culture bourgeoise, mais la bourgeoisie, c'est les propriétaires des moyens de production. Bon, ben ça clarifie un peu tout ça. C'est le Québec Inc., finalement. Donc, le Bloc québécois, comme tout parti bourgeois, aime pas trop l'instabilité politique. Vous savez, on sait la même chose au PQ. Et quand Pauline Marois, à un moment donné, avait avoué un petit peu que peut-être il y aurait une période d'instabilité après l'indépendance, ça avait crié lire. Les gens étaient fâchés au sein du PQ, on l'avait fait taire. Donc, la stratégie du Bloc, finalement, puisqu'ils vont pas essayer de saboter le fonctionnement de la Chambre des communes, ça va être essayer de se faire élire pour justifier cette alliance de classe-là en allant d'un gauche à droite, puis ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que d'un côté, lorsqu'ils savent qu'ils sont dans un endroit plus à droite, ils parlent de NICAB, puis quand ils sont dans un endroit où les mentalités sont plus à gauche, ils parlent contre les pipelines. Ils font une fusion un petit peu, ils mixent ces électorats-là ensemble, ils se font élire dans un cadre d'insatisfaction, puis finalement, ben ils se font élire en disant, puis ils disent, écoutez, c'est ça, c'est le Bloc national, le Québec a des positions très majoritaires, puis on montre un peu le Québec comme une situation homogène, donc dans lequel il y a pas de confrontation de classe sociale. Donc c'est normal que les syndicats supportent ça parce qu'en quelque sorte ils ont un consensus. Okay. Là on parlait du Bloc, mais il y a d'autres partis aussi dont on veut parler. Oui, pour puis là ça commence à être long mon intervention. Alors je vais essayer de faire ça. C'est correct, je te fais avancer là, tu remarqueras là, c'est une petite poussée polie. Là c'est très poli. Le Parti libéral du Canada, c'est le parti que je vais comparer. Encore là, je vais y aller avec quelque chose de choc. C'est un parti qui me fait beaucoup penser à Edinaya Racine. C'est le parti de Vladimir Poutine. Les gens vont dire, comment on peut comparer Justin Trudeau à Vladimir Poutine, puis ainsi de suite. C'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, mais ils jouent le même rôle. Parlons un peu du parti Edinaya Racine. C'est qu'après l'éclatement de l'Union soviétique, le chauvinisme grand russe il y a eu des problèmes en Russie durant les années 90, puis éventuellement, le chauvinisme grand russe s'est réveillé, puis s'est dit, on perdra pas d'autres morceaux. C'est pas vrai qu'on va laisser partir la Tchétchénie. C'est pas vrai que les Tatars vont s'en aller. Et il s'est créé cette partie-là autour de Vladimir Poutine qui allait maintenir par tous les moyens possibles et imaginables les morceaux, renforcer ultra centraliser le système au niveau de Moscou, puis s'assurer à ce que la Fédération de Russie se maintienne. Et c'est le seul but, par tous les moyens possibles et imaginables, que ce soit la corruption, que ce soit par la répression, que ce soit par le discours, que le culte de la personnalité du chef, on maintient les morceaux ensemble. Et selon ton point de vue, Justin Trudeau, ce serait un peu la même figure. Il serait là pour les mêmes raisons. Pas Justin Trudeau, ceux-là qui l'ont précédé aussi. Je dis, depuis la Constitution de 82, le Parti libéral du Canada a un seul but, clair, c'est essayer de maintenir les morceaux ensemble. Puis on essaie de faire plaisir autant à l'Ouest en achetant un pipeline qu'en essayant de se montrer pour les droits des femmes du point de vue de l'avortement dans un autre parti. On essaye de manger à tous les râteliers, mais surtout, on crée une peur, une terreur épouvantable des partis régionaux, comme le Bloc qui veut détruire le Canada, puis dans lequel Justin Trudeau, quand il y a la loi PL 21, là, on se présente comme les défenseurs des communautés culturelles, puis ainsi de suite. Puis d'un autre côté, on essaie de se montrer très environnemental, mais inquiétez-vous pas, l'Ouest, on vous oublie pas, on a Trans Mountain. Cette stratégie-là, elle fonctionne dans les cadres qui sont capables de se maintenir, de garder les morceaux ensemble tant aussi longtemps où ils n'ont pas des gros problèmes de scandale. Cette fois-ci, c'était pas trop gros, c'était SNC-Lavalin. Je m'en souviens que Paul Martin, les conservateurs ont gagné à cause de des scandales à plus finir. Mais c'est un parti qui, finalement, qui défend les intérêts de la bourgeoisie pan-canadienne, qui historiquement vient beaucoup de l'Ontario, qui sont les descendants, dans le fond, des grands investisseurs britanniques, mais de la bourgeoisie industrielle dont ses origines viennent des loyalistes. Donc, ce parti-là, c'est vraiment le parti de la grande bourgeoisie traditionnelle. Pendant que le Parti conservateur, c'est la bourgeoisie
pétrolière. On s'entend, c'est la bourgeoisie de l'Ouest. Le Parti conservateur a changé de nom 3 fois. Après l'écroulement du Parti progressiste conservateur, en fait, c'est le Reform qui a ramassé les morceaux, devenu l'Alliance canadienne, qui est devenue le Reform Party, puis on voit par la grosse tache bleue que dans les prairies, c'est quoi que ça donne. C'est ça pourquoi il y a une chose avec laquelle j'étais d'accord avec Gilles Duceppe, c'est de l'être de moins en moins, c'est quand il parlait du fait que c'est identitaire la question du pétrole, la question des pipelines dans l'Ouest canadien. Parce que l'Ouest canadien, c'est un endroit qui s'est développé à cause du passage du chemin de fer. Chemin de fer, au 19e siècle, il y avait un désir de relier la Colombie-Britannique à l'Ontario et ils ont créé un chemin de fer qui est passé au travers, qui a bulldozé les Autochtones puis qui a tassé tout le monde. Ça a été une grosse orgie d'enveloppes brunes, de corruption, bien sûr, des gouvernements qui ont tombé par rapport à ça. Donc, c'est dans cette optique-là, c'est dans cette vision-là, la pendaison de l'Ouriel, entre autres, qui est quasiment la fondation, on pourrait dire, des prairies, que le Parti conservateur s'est construit et s'est mis sur pied. Quand Maxime Bernier dit les pipelines, le corridor, les pipelines, c'est pour assurer l'unité canadienne, il dit ce que Scheer pense, puis ce que Harper disait à la promotion. Parce que dans l'idée de la bourgeoisie, c'est ça qu'on vend en ce qui est de la bourgeoisie pétrolière, de l'État pétrolier, c'est qu'on essaye de prendre la place où on essaye de se subordonner, en fait, la bourgeoisie traditionnelle pour pouvoir prendre sa place puis s'assurer que le pouvoir soit rapatrié en Alberta puis que finalement, on en revienne à ce que Harper appelait les origines du Canada, c'est-à-dire la construction du grand chemin de fer. Si je peux passer au NPD, le NPD, c'est le traditionnel, c'était à l'origine, lors de la fondation du CCF, son ancêtre, là, un parti traditionnel travailliste, un peu comme on trouve partout. On a trouvé, pas partout, mais à plusieurs endroits dans le Commonwealth. Mais c'est un parti aussi qui, jusqu'à un certain point, a suivi le même chemin des autres. On n'est pas arrivé, parce que le NPD n'a pas pris le pouvoir, mais on n'est pas arrivé à quelque chose d'aussi pire que Tony Blair. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le NPD s'est toujours bloqué puis n'a jamais été capable de passer au Québec. Il y a un livre très intéressant qui s'est construit sur les années 30 à partir du Parti communiste du Canada, puis à propos de la CCF, française du NPD, qui s'appelle Virage à gauche interdit. L'incompréhension de la question nationale. Et ça, vous trouvez ça partout dans le Commonwealth des partis travaillistes. Actuellement, Jeremy Corbyn, qui est aimé pour toutes sortes de bonnes raisons, ne comprend rien à la question nationale écossaise. Par contre, il a l'air à venir faire un petit stage au Québec, je sais peut-être, pas, rester, parce que habiter ici pendant un certain moment. Je sais pas si ça améliorerait la situation, mais ce qui est certain, c'est que dans le cas du NPD, on a eu un virage par rapport à ça avec Jack Layton, qui a eu une tentative de s'implanter au Québec. Puis Jack Layton a comme brisé un peu la glace par rapport au Parti fédéraliste en disant que lui allait reconnaître, c'est pas Jack Layton, c'est dans le fond, c'est la Convention de Sherbrooke, de reconnaître le 50% plus 1. Alors ça, c'est assez spécial, puis sans surprise, le Bloc, on le voit, le vote du Bloc a transféré vers le NPD. Quand je parlais des députés de transition, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les indépendantistes sont allés vers le NPD parce qu'ils ont senti qu'il y avait une certaine ouverture. Surtout les indépendantistes mous. Donc, par après, Jack Layton, on sait, est décédé, puis Thomas Mulcair. Mais Thomas Mulcair, il venait du Québec, mais c'était un mauvais calcul du NPD, parce que Mulcair, rappelons-le, c'est un ancien ministre du Parti libéral. Et c'est aussi quelqu'un qui a combattu la loi 101. En plus, c'est allé dire qu'il aimait Margaret Thatcher à un moment donné, puis il y a eu on a appris qu'il avait tergiversé avec le Parti conservateur du Canada. Donc, ça a été un échec monumental, puis Jack Mincing est débarqué, puis lui, au Québec, il a des problèmes avec son turban, mais moi, je pense qu'éventuellement, ça pourrait se placer. Le NPD est un peu à croiser des chemins en ce moment. C'est que où il renoue avec sa base ouvrière, puis il redevient grassroots, puis qui ramène à la limite, parce que c'était marqué que le parti avait des visées socialistes jusqu'à Mulcair, là. Où il va chercher ça et qu'en même temps, il développe de plus en plus, parce que là, on a vu le discours de Jack Mincing, il a encore brisé la glace sur certains aspects. Quand on parle d'implanter la loi 101 aux compagnies fédérales, ça, il n'y a jamais un parti fédéraliste qui a dit ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Ils sont capables de le faire? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de le faire s'ils prennent le pouvoir? Puis s'ils réussissent à le faire, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, à mon avis, le NPD, s'il réussit réellement à comprendre les intérêts des Québécois, du prolétariat québécois, puis je parle pas d'appuyer PL 21, parce que ça, c'est la bourgeoisie, ça, c'est les intérêts de la bourgeoisie du Québec Inc., là. Puis, je pense que l'NPD peut réussir à progresser. Mais encore là, c'est ça. Il va falloir qu'il renoue avec sa classe sociale. Puis ça, c'est pas clair, parce qu'un parti réformiste, souvent, a tendance à faire d'aller vers la droite un peu
quand ça se corse. Il nous reste le Parti vert. On va y aller avec le Parti vert parce que le parti de Maxime Bernier, on en parlera quand on fera un tour de l'extrême droite. Le Parti vert, écoutez, nous, on nous annonçait une vague verte, puis ainsi de suite, puis bon, j'ai jamais cru à ça parce que moi, j'avais assisté entre autres à une soirée, c'était la soirée électorale de l'île du Prince-Édouard, là, quand les Verts ont réussi à percer, puis j'étais à Québec avec certains de ces partis, puis quand ils sont partis, il y en a un qui disait, là, il faut pas être de gauche, faut pas être de droite, faut avoir notre propre identité, il faut être les Verts. C'est exactement ce que les Verts ont fait. Ni de gauche, ni de droite, en avant. C'est un des slogans les plus idiots, je pèse mes mots, les plus idiots que j'ai jamais vu. Comment on peut dire des choses comme ça quand on voit de plus en plus le mouvement écologique? Non seulement, dans le meilleur des cas, remettre sérieusement en question le capitalisme ou même le rejeter. Comment on peut faire des sorties de ce genre-là, comme il a été fait à propos de l'avortement, en disant on va laisser nos députés voter librement, comme les conservateurs, comme Maxime Bernier le disait, quand on sait que actuellement, là où la conscience environnementale se développe le plus, c'est chez les femmes. Tu sais, c'est complètement aberrant. Puis le but, c'est que le Parti vert voulait être ni de gauche ni de droite comme ils le font partout dans le monde. Ce qu'ils voulaient essayer, c'est se négocier à quelque part à gauche. Ils en ont mis dehors des députés qui s'étaient dit contre l'avortement. Ah, ils en ont mis dehors. Ouais. Ils ont mis dehors des partis. Ils ont mis dehors des candidats qui étaient des candidats qui étaient islamophobes. Mais en même temps, ça aurait demeuré une auberge espagnole. C'est-à-dire que c'est pas un parti qui a réussi à s'enraciner. C'est un parti qui essaie d'en faire un peu comme le Bloc québécois, le Parti québécois, d'être une coalition de classe autour d'une cause. La différence, c'est que ils ont pas été capables de récupérer une machine électorale semblable au Parti conservateur ou quoi que ce soit pour faire rouler ça. La preuve, le seul endroit où ils ont réussi, c'est vraiment avoir un nouveau député, c'est dans l'Atlantique, où justement, il y avait une machine provinciale qui soutenait. En dehors de ça, si t'es pas capable, le Parti vert n'a pas remplacé le NPD parce que finalement, je veux dire, malgré ses défauts, le NPD a été capable d'approcher d'une manière beaucoup plus frontale l'environnement puis de le mixer à une position de gauche. Alexandre, c'est super intéressant tout ça, les questions de classe, les différents partis, puis j'en profite pour te faire une suggestion de contenu balado-diffusion. Une balado qui s'appelle Commons Dynasties et c'est concernant le Canada, seulement les grandes familles, les Fords, les Irvings, les Stronachs, c'est des émissions qui durent 40 minutes et qui parlent de leurs influences, de l'influence qu'ils ont exercée, qu'ils exercent encore au Canada. Ça s'appelle Commons, c'est disponible sur Apple Music, en tout cas, peu importe la plateforme que vous utilisez. Ça me fait penser beaucoup au contenu que tu nous as livré avec brio ce matin. Et là, on va parler de complètement autre chose. Oui. On va rigoler un peu, puisque tu as participé à la campagne de financement de Québec Réveil. Et là, j'en suis à l'étape de donner les contreparties, les récompenses à celles et ceux qui ont participé à la campagne. Parmi celles-ci, on pouvait choisir une chanson qui va être diffusée dans quelques minutes. Mais avant, je voulais que tu m'expliques pourquoi t'as choisi la chanson thème des Rafales de Québec. Ben, j'ai choisi la chanson thème des Rafales comme je l'avais écrit. Je te l'ai dédié à toi, Marjorie, que j'ai mentionné, meilleure animatrice au monde. Trop smart. Au monde. Pour ça, les Rafales, on sait dans la chanson, ils disent que international, tu sais, donc c'est la meilleure animatrice au monde, international, ça cadre. Et après ça, ils disent qu'à Québec, les Rafales, c'est capital. Moi, je pense que l'émission Québec Réveil, c'est capital. C'est capital. On est premier niveau, là. C'est parfait, j'aime ça. C'est ça. Puis, à un moment donné, il parle du fait que la foule sur le bord de la bande se lève. Moi, j'ai pas de misère à imaginer quand l'émission commence, les gens se lèvent. Québec Réveil, les gens se lèvent. Ils sont très heureux. Enfin, on va entendre Marjorie Champagne à la radio. C'est beau. J'ai la larme à l'œil. Fait que moi, je pense que c'est ça. Puis, je vous avais aussi, moi, j'aimais beaucoup les Rafales à l'époque. Je faisais partie de moi, j'ai encore mon chandail des Rafales. Mais on peut expliquer ce qu'étaient les Rafales pour celles et ceux qui ne sauraient pas? C'est qu'après le départ des Nordiques qui m'a fait terriblement mal, puis qui a fait terriblement mal à autant de gens à Québec, il y a eu une tentative de relancer le hockey professionnel avec des budgets moindres et la Ligue internationale. Il y a eu c'était les Knights d'Atlanta qui ont été achetés. Knights d'Atlanta, d'ailleurs, dans lequel avait joué Manon Réaume. Hein. D'accord. Et la franchise a été importée ici.
Haïti, puis le club a été fondé en étant les Rafales. C'est un club qui, comme Québec Réveil, était très innovateur. Hein. C'est les premiers à avoir leur propre mascotte, le Yeti, sur leur logo. Oui. Puis c'était un club où il y avait beaucoup de contacts. Ils ont réussi à faire venir les Backstreet Boys pour chanter l'hymne national. Fait que comme le Québec Réveil, on a beaucoup de contacts. On est très élargi, on parle à beaucoup de monde. Surtout les boys bands. C'est ça. Fait qu'on écoute la toune. C'est sûr qu'il faut le faire. Puis j'espère que les gens vont l'écouter jusqu'à la fin. Vous allez aimer ça. Hey, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir participé à notre campagne de financement pour que Québec Réveil continue son œuvre. Et je te souhaite une belle journée. Moi, je vais faire pour que ça soit une belle journée. On finit ça là-dessus. Mais ça va être une belle journée parce que ça va être la chanson thème des Rafales à l'instant. Joli. Oh,